Salut et bienvenue sur Anakaland pour cette analyse du dernier épisode des Anneaux de Pouvoir, l'épisode 8 intitulé Alloyed, signifiant allié mais dans le sens d'un alliage de métaux, référence donc à la création des Anneaux de Pouvoir avec l'alliage de Mithril. Enfin la dernière saison se finit, sans beaucoup d'action à nouveau. On est dans cet épisode concentré sur trois arcs narratifs, celui de Nori et de Meteorman, celle de Galadriel et Halbrand qui rejoignent celle d'Elrond, et enfin celle des Núménoriens qui rentrent chez eux. Dans cet épisode, on nous balance toutes les réponses aux dernières interrogations qu'il nous restait. Qui est Sauron, qui est Meteorman, et on voit même la création des premiers anneaux. Bref, tout plein de réponses qui nous sont un peu balancées sans ménagement de l'intrigue. Je suis d'ailleurs plutôt déçu que tous les mystères soient levés, cela aurait probablement servi à nous faire patienter de nous poser encore ces questions quelque temps. Et encore une fois, aucune vraie surprise pour ma part, tellement tout était cousu de fils de Mithril. Je vous invite d'ailleurs à regarder mes précédentes vidéos après celle-ci, si ce n'est pas déjà fait bien sûr. Un épisode donc avec une écriture qui laisse à désirer, pour changer, mais toutefois un épisode très beau dans sa photographie ou ses décors. Allez, sans plus attendre, abonnez-vous et partagez la vidéo pour aider YouTube à faire son travail de référencement. Et nous, on continue. Mais si vous n'avez pas encore vu la fin de la saison, attention car ça va spoiler. L'épisode commence avec Meteorman, seul, qui cherche ses étoiles. Et c'est alors que les trois prêtresses tombent sur lui. On a droit à de jolis effets de métamorphose notamment, et toujours ce superbe sound design lorsqu'elles sont présentes. Ensuite, elle l'appelle directement Sauron, puis générique de l'épisode. Sur le moment, je n'ai pas compris pourquoi les créateurs des Anneaux de Pouvoir nous donnaient cette info si facilement. Surtout que j'étais déçu, moi qui étais sûr que ce n'était pas le cas, et que je le voyais plutôt comme une force du bien. Déjà de par son lien narratif avec Nori. Bizarre de faire s'allier une pied velue si pure avec le Seigneur du Mal. Puis de par son attachement à la nature et à la justice entre autres. Mais bon, cela aurait pu faire un bon cliffhanger s'ils avaient gardé les autres révélations de l'épisode pour la saison 2 par exemple. Mais ici, comme je le disais en intro, on nous gaffe de révélations juste avant la fin pour que l'on ne soit pas trop déçu. Sauf que si les gars, c'est beaucoup trop facile de balancer tout ça sur un plateau d'argent lors du dernier épisode. Mais un épisode qui n'avait rien d'autre à raconter de toute façon, donc il leur fallait bien de quoi remplir cette fin de saison. Plus tard donc on retrouve le soi-disant Sauron avec ses prêtresses qui lui parlent du pays de Run où on peut voir ses étoiles. Et alors qu'elle lui révèle son futur, son destin et son identité, celui-ci voit sa magie quelque peu se rebeller contre tout ça. Est-ce car inconsciemment il sait que tout ceci n'est pas vrai? Et donc comme elle ne le contrôle pas, elle décide de le faire prisonnier. Normal. Puis nos petits amis arrivent et se lancent dans une ambitieuse mission de sauvetage. Très sympa cette petite séquence avec le tour de passe-passe de la prêtresse et le grand moment de courage de Sadok qui se fait poignarder à la Dobby dans Harry Potter et s'effondre. Et puis là, une scène de combat avec la dernière prêtresse qui secoue le grand monsieur comme un vieux sac de pommes. C'était pas superbement exécuté et j'ai pas compris, avec leur budget, ils auraient pu faire un truc beaucoup plus spectaculaire. Car après, alors que les prêtresses vont aussi tuer Nori, le grand monsieur révèle sa vraie identité alors qu'il les combat toutes les trois avec pour le coup de superbes effets visuels. Mais finalement, alors qu'il s'est bien fait secouer par magie, c'est quelques pierres bien lancées qui vont faire perdre son sceptre à la prêtresse, qui tente alors de les cramer comme pour les chariots dans l'épisode précédent. Et alors que tout semble perdu, ou pas, Nori demande à l'homme de brandir le sceptre. Celui-ci ne veut pas car il pense toujours être maléfique. Mais la jeune pied velue lui explique que c'est à lui de choisir qui il est. Et il semble alors que quelques souvenirs lui reviennent lorsqu'il saisit le sceptre. Il est donc bien et bien à la lumière, ici pour sauver la Terre du Milieu. Les trois femmes l'appellent l'autre et l'Istar. Il est donc bien une sorte de anti-Sauron, et un des premiers Istari, les magiciens, avant ceux que l'on connaît comme Gandalf ou Saruman qui sont apparus bien plus tard. Très sympa comme je disais quand il les exorcise, les bannit dans les ténèbres. Sous leur forme spectrale, on découvre d'ailleurs qu'elles ressemblent beaucoup à ce qu'on avait vu des Nazgûl précédemment. Et l'iconographie du papillon ou de la mythe qui est très présente et qui mérite de s'y pencher plus avant. Sadok, que je croyais déjà mort mais qui était revenu pour un dernier sauvetage, s'éteint finalement. Puis on retrouve Nori qui fait ses adieux à son ami. Ce dernier lui explique enfin qui il est, un Istar donc, soit un sage ou un magicien qui sert la lumière. Il lui demande aussi de l'accompagner mais la jeune fille refuse pour rester avec son peuple. Mais plus tard on les revoit enfin alors qu'ils se préparent tous pour le départ du verger et c'est alors que la famille de Nori la convainc de poursuivre son aventure. Les pieds velus font leurs adieux à Nori alors qu'elle repart à la suite de son grand ami avec un peu d'émotion et d'humour quand elle en vient à dire au revoir à sa famille et à Poppy. Très drôle aussi le coup de la carte. Dans un sens, Malva lit que ce ne sera que de petites descentes et qu'il n'y aura pas de trolls, mais une fois retourné, Poppy y lit que ce ne sera que des pentes raides et des ronces. Très étrange comment les futurs hobbits lisaient leurs cartes. Il y a d'ailleurs ce qui me semble un petit foreshadow alors que Malva dit à Poppy qu'elle devrait devenir leur nouveau guide. On retrouvera donc Nori et le magicien dans la saison 2 en route vers le pays de Run, tout à l'est de la Terre du Milieu. Et espérons que l'on apprendra enfin son nom. Ensuite la chronologie la moins intéressante de cette fin de saison, celle de Núménor, où la reine et Elendil se rendent pour rassembler leurs forces. Mais avant leur arrivée, on apprend que le roi est sur son lit de mort. On retrouve d'ailleurs le grand mastermind de Núménor, Pharazôn, rappelez-vous son grand plan maléfique de faire du commerce avec la Terre du Milieu.
Pharasson donc qui annonce le décès prochain du roi aux apprentis de la guilde, et leur demande à chacun d'immortaliser l'image du roi pour sa future statue géante. Et Arienne, fille d'Elendil, fait alors le portrait du roi, et celui-ci se réveille et la prend pour Myriel, sa fille. Et les mots qu'il va prononcer n'auront alors que très peu de sens pour la jeune femme. Décidément, on est dans la semaine du quiproquo sur son lit de mort dans l'univers de la fantasy. Après un épisode magistral de House of the Dragon lundi qui se finissait là-dessus, ici cela sert seulement à ce que Eärien trouve le Palantir au sommet de la tour. Mais peut-être cela aura-t-il une grande importance pour la suite, la noirceur de Numénor va-t-elle venir de cette jeune femme corrompue par le Palantir? Mais là encore une écriture un peu banale, car le roi s'adresse à sa fille, enfin c'est ce qu'il croit, et lui explique où trouver le Palantir et surtout l'avertit sur les dangers de son utilisation. Mais on a déjà vu la reine s'en servir, et elle sait que c'est un objet puissant et dangereux, donc pourquoi le roi aurait eu besoin de redonner ces infos à sa fille? Si ce n'est justement pour que Eärien trouve le Palantir. Encore un tour de passe-passe des scénaristes. Puis finalement on retrouve Elendil et la reine Myriel qui tentent de se faire à sa cécité, et tous deux discutent des motivations qu'il avait de venir en aide à Galadriel et la Terre du Milieu. Encore un peu de remplissage, et ils sont appelés sur le pont de leur bateau qui franchit les portes de Numénor, en deuil après la mort du roi. Enfin, on retrouve Elrond en Eregion auprès de Celebrimbor et tous deux s'inquiètent d'avoir échoué dans leur sauvetage des elfes. Mais alors qu'ils ont baissé les bras, Galadriel arrive accompagné d'Albrand blessé. Et Elrond qui pensait Galadriel partie dans l'ouest à Valinor est plutôt surpris, mais c'est la présence d'Albrand, roi du sud, qui le surprend le plus. Albrand qui finit par faire la connaissance de Celebrimbor, par pure coïncidence bien sûr. C'est pas comme si on l'avait déjà prédit dans les vidéos précédentes. Ensuite, il entre dans ses bonnes grâces, grâce à un peu de flatterie, et en jouant la naïveté lorsqu'il découvre le mithril et qu'il suggère innocemment d'en créer un alliage afin d'en augmenter la quantité. Il suggère donc de renforcer le mithril en le mélangeant à d'autres minerais. Suggestion qui va beaucoup intriguer et intéresser Celebrimbor, évidemment car en plus de vouloir entrer dans l'histoire en forgeant son chef-d'œuvre, il veut aussi sauver son peuple en Terre du Milieu. Ensuite, Celebrimbor, Elrond et Galadriel présentent au roi leur projet de forger une couronne avec le mithril afin de sauver leur peuple. Celebrimbor, convaincu par l'idée d'Albrand, tente de convaincre le roi venu depuis Lindon. Mais le roi refuse et ordonne la fuite des elfes d'Eregion. À la fin de cette scène, Galadriel reprend Celebrimbor sur une phrase qu'il a prononcée et qu'elle a déjà entendue et pouvant se rapporter à Sauron. Elle fait alors le lien avec Albrand. Et c'est donc maintenant que Galadriel commence à se poser des questions sur son compagnon humain. Il était temps, c'est vrai qu'un mec mourant à moitié éventré et que seule la médecine elfe peut sauver, mais qui réussit à faire 6 jours de cheval pour rejoindre Eregion, ça c'était pas suspect. Ou encore son comportement sur Numénor qui ne l'avait pas inquiété non plus. Bref, Galadriel donc qui demande à en savoir plus sur le roi du Sud en demandant à consulter les archives les concernant. L'elfe à qui elle demande dit pourtant que ce n'est pas sûr qu'ils trouvent car ils ont très peu d'informations sur les royaumes humains. Ok, cela semble plausible, donc cela aurait pu traîner un peu et laisser la tension monter quelques épisodes encore avant de tout nous donner tout cuit. Mais non, le scénario avait besoin d'avancer, donc il va bien sûr trouver pile poil les infos dont elle avait besoin. On apprend finalement qu'Elrond a réussi à obtenir un délai de 3 semaines pour tenter de parvenir à créer la fameuse couronne. Puis, alors qu'elle commence à le soupçonner, Albrand commence également à se montrer sous son vrai jour devant elle, la remerciant d'abord de l'avoir sauvée et de ce moment partagé dans la forêt après la bataille. Un lien profond les unit à présent, mais la façon dont il termine sa tirade, le ton qu'il emploie, c'est encore une fois un peu trop évident. Sauron est un grand manipulateur, il aurait pu conserver son identité secrète plus longtemps. Mais alors que la supercherie tient encore avec les elfes, Albrand travaille toujours à la création d'un nouvel alliage pour les anneaux. Et c'est grâce aux mots de Galadriel qu'il va avoir une révélation concernant le comment s'y prendre. Galadriel reçoit ensuite les informations qu'elle avait demandées sous la forme d'un vieux rouleau de parchemin. Et alors qu'elle est prête à confronter Albrand, celui-ci commence par lui annoncer qu'ils ont trouvé la solution à leur problème. Ils devront créer 2 objets pour diviser le pouvoir, trop puissant pour un seul artefact ou une seule personne. Donc la couronne devient 2 anneaux. Et enfin, Galadriel confronte Albrand sur son mensonge. Il n'y a plus de roi du Sud depuis 1000 ans. Et c'est alors qu'il lui fait bien comprendre que c'est elle qui a tiré toutes ces conclusions qui ont mené à cette méprise sur son identité. À trop vouloir voir ce qu'elle voulait, elle n'a pas vu le reste. Et Sauron, qu'elle cherchait depuis des siècles, vient de passer quelques semaines en sa compagnie. Puis elle tente de l'attaquer. Celui-ci la projette alors dans des illusions pour tenter de la manipuler et la convaincre de s'associer à lui, car il a besoin de sa lumière pour assurer la paix sur la Terre du Milieu. Donc une tentative du vrai Sauron de convertir Galadriel à sa cause. Comme on le voit souvent dans toute saga de fantasy, le méchant qui se fait passer pour pas si méchant car il a un but de paix et d'unité. Il n'était rien d'autre qu'une victime de Morgoth, le pauvre. Un peu trop cliché à mon goût, même si cela aurait pu avoir un certain impact si cela ne faisait pas immédiatement suite à la révélation de sa véritable identité, ou s'il avait déjà donné à Galadriel une bonne raison de le croire. Albrand ou Sauron qui veut donc faire de Galadriel sa reine des ténèbres. Ici on a une petite référence à son monologue à Frodon dans la communauté de l'anneau. Puis alors qu'elle refuse définitivement sa proposition, celui-ci disparaît et Elrond retrouve Galadriel inconsciente et désorientée. Puis sa première inquiétude après avoir repris ses esprits est Celebrimbor et les anneaux. Les 2 anneaux qui en deviennent 3 alors que Galadriel va leur faire remarquer que c'est le chiffre parfait pour l'équilibre des forces. En effet, comme elle le dit, 1 c'est la suprématie, donc cela peut corrompre. 2, cela engendrerait une opposition entre les camps, alors que 3 c'est parfait pour l'équilibre. Donc il y aura bien 3 anneaux de pouvoir pour les elfes. On ne sait jamais, ils
ils auraient pu vouloir changer ça aussi dans cette série. Et donc la forge est allumée et c'est la dague du frère de Galadriel, forgée à Valinor, qui va servir dans l'alliage avec le mithril. Et ils sont très forts ces elfes, ils réussissent à distiller l'or et l'argent déjà mélangés pour en extraire 3 alliages de mithril, de vrais alchimistes. Donc une scène magnifique avec la création des anneaux de pouvoir des elfes, bien qu'il ne me semblait pas que cela soit les premiers à être forgés. Les anneaux mineurs des nains devaient servir de coup d'essai normalement. Mais c'était très sympa de voir la création des anneaux en détail, surtout qu'on les connaissait déjà depuis la trilogie de l'anneau. Avec le travail des orfèvres et les joyaux qui y sont saints à la fin, c'est extrêmement bien fait. En même temps, si la série Les Anneaux de Pouvoir se ratait sur la création des anneaux de pouvoir, là, on ne pouvait plus rien pour eux. Puis, alors qu'Elrond découvre le parchemin de Galadriel et en vient à la même conclusion qu'elle, il se précipite à la forge et découvre les anneaux terminés, et magnifiquement exposés devant Celebrimbor, fier de lui, et Galadriel qui fait un peu une tête de psychopathe devant ce spectacle. Le pouvoir lui monterait-il déjà à la tête? Elrond, quant à lui, semble inquiet après sa découverte sur l'homme qui les a aidés à forger les anneaux, mais ne révèle rien à Celebrimbor, préférant garder cela entre lui et Galadriel pour le moment. Puis enfin cet épisode se termine. Il se termine donc avec une image mystérieuse mais qui ne suscite pas le suspense que j'avais imaginé pour cette fin de saison. Sauron, qui se rend au Mont du Destin au cœur du tout nouveau Mordor. Et là, une chanson vraiment pas ouf qui ne fait que reprendre le texte de Tolkien sur les anneaux, entendu notamment dans les films de Peter Jackson. Ils auraient pu faire un effort là-dessus car cette dernière impression n'était vraiment pas top, en tout cas pour moi. Voilà, donc un épisode long à regarder comme beaucoup dans cette première saison, avec une chanson à la fin qui laisse un arrière-goût désagréable. Mais malgré tout un épisode superbe visuellement parlant. Encore un grand bravo aux équipes HMC, décoration et à la post-prod pour leur travail de grande qualité. Comme quoi quand on y met le budget, une série ou un film peut être à la hauteur visuellement parlant. Mais malheureusement, le talent d'écriture ne s'achète pas. Mais on peut toujours employer de bons auteurs. À voir pour la suite. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la commenter, et à lâcher un petit like en partant, ça aidera beaucoup la chaîne à se développer. Encore merci et à bientôt sur Anakaland. Bye.